La subversion, elle est dans la capacité à dire je t'aime. Quand tout le monde dit je déteste, je hais, je suis contre, etc., etc., moi je dis j'aime. Bonjour, merci d'être là cet après-midi avec nous pour rencontrer Abdelmalik. Je suis Fabienne Pasco, directrice de la rédaction de Télérama, et je vais avoir la chance, lors de ces débats généreux au TNS, de m'entretenir avec un poète, rappeur, chanteur, cinéaste, auteur, écrivain, poète, metteur en scène, à la destinée assez exceptionnelle. Exceptionnelle pas seulement parce que vous avez débarqué du Congo à Neuhof en 81 à 5 ans et que vous avez connu la vie difficile d'une cité réputée dure de Strasbourg, mais parce que vous y avez été élevé, je crois, au milieu de vos 6 frères et sœurs par une mère farouchement catholique et qui a eu un courage exemplaire pour élever ses 7 enfants. Exceptionnel, Abdelmalik, parce que vous êtes un artiste éminemment ouvert à toutes les formes d'art, à toutes les formes de spiritualité. Vous vous êtes converti à l'islam vers 16 ans, je crois, et vous ne cessez de défendre un monde où l'esprit circule, un monde où le lien circule, un monde où l'artiste a une vraie responsabilité par rapport à ses pairs, par rapport au monde dans lequel il vit. Alors pour vous, c'est quoi cette responsabilité? Bonjour à tous, d'abord. Ben, cette responsabilité, j'ai envie de vous dire, elle est pas si différente que la responsabilité qu'on a tous d'une certaine manière. Il se trouve que je suis artiste. Et, euh, et donc peut-être ma voix est entendue, et en tout cas, mais comment dire, ma réflexion en termes de responsabilité artistique, c'est la même si j'avais été, je sais pas, si j'avais été facteur, c'était la même chose. L'idée, c'est finalement, on est tous, de mon point de vue, je pense profondément qu'on est tous des artistes. Et que notre œuvre, ce qui doit être notre chef-d'œuvre, finalement, c'est notre vie. Et à l'endroit où je me trouve, parce que je suis artiste, ma grande idée, c'est de faire du lien, de dire que finalement, bien sûr, il y a nos singularités, mais on a quelque chose d'essentiel en partage, qui est l'humanité, qui est notre humanité. Donc ma responsabilité, elle se situe là. Mais par rapport au milieu un peu difficile dont vous venez, cette cité de Neuhoff, l'enfance que vous avez eue, est-ce que vous vous sentez une responsabilité spécifique par rapport aux gens qui vous ont entouré? Je me sens une responsabilité, bien sûr, spécifique, mais c'est important d'être précis là-dessus. C'est que je ne suis pas une sorte de porte-parole autoproclamé ou représentant autoproclamé. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes qui vivent à la périphérie, finalement, que ce soit dans les cités dans lesquelles dans les cités comme celle dans laquelle j'ai grandi, ou que ce soit les gens des campagnes, ou que ce soit les gens euh, euh, tous ceux qu'on met de côté finalement, je me sens solidaire. J'ai le sentiment que quelque part, je dois d'une certaine manière me battre pour les sans-voix, ou en tout cas d'une certaine manière donner, faire du lien entre ceux qu'on n'entend pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité ou de s'exprimer, ou parce qu'on ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer, et ceux qui n'ont pas nécessairement conscience d'eux finalement. Donc d'une certaine manière, ma responsabilité, c'est celle-là. Je suis une sorte d'homme passerelle, autant lié à mon histoire de vie, et autant lié au fait que, comme vous, je suis un être humain, et que c'est important de défendre cette humanité-là. Alors c'est les écrivains qui vous ont sauvé, qui vous ont fait grandir. Oui, Vous totalement. dites que sans Camus, il n'y aurait pas d'Abdelmalik. Totalement. C'est juste une petite précision par rapport, quand vous avez parlé de ma biographie, c'est que je suis né à Paris. Je suis né à Paris, et puis je suis retourné avec mes parents au Congo, on est resté quelques années. Et ensuite, je suis venu, avec ma famille, on est venu à Strasbourg, donc en 1981. On est revenu ici. Et je précise parce que, d'une certaine manière, mes racines, donc finalement l'Afrique, sont importantes. Comme les racines, c'est quelque chose de vital. Mais encore une fois, euh,
il faut tenir compte de mon tronc, des branches, de l'endroit, des fruits, etc. Cette complexité-là, et comprendre, être cohérent rapport à mon identité, et ben des figures comme Camus m'ont aidé justement à pousser droit, à me comprendre, à comprendre qui j'étais, d'où je venais, et finalement, quelque part, quelle était ma fonction. Et j'ai le sentiment profond que lorsqu'on sait finalement où on va, on peut savoir d'où on vient, mais lorsqu'on sait où on va, ce lien entre d'où on vient et où on va, tout d'un coup, ça donne un sens à notre vie et d'une certaine manière, on peut pousser droit. Et Camus, comme d'autres auteurs, essentiellement, ont été des tuteurs pour moi. Mais alors pourquoi spécialement? Parce que vous avez déjà monté un des premiers essais de Camus au théâtre, au Châtelet, L'Envers et l'Endroit. Ouais. Je viens d'apprendre que vous allez monter Les Justes au Châtelet, en théâtre musical à la rentrée prochaine. Pourquoi Camus? Vous l'avez découvert à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé de... Il y a mon professeur qui devait venir, qui habite pas loin, qui était mon prof au lycée, mais il a pas pu être là, parce qu'il m'a envoyé un mot, il est en week-end dans les Vosges, je raconte un peu ma vie. Ouais. Mais c'est, comment dire, Camus grandit dans un milieu où vous allez comprendre pourquoi je parle de mon enseignant, on y arrive, c'est un peu le... Camus grandit dans un milieu où il n'y a pas nécessairement la culture, en fait, il y a pas... et puis il y a un enseignant qui le remarque. Et comme il le dit lui-même, Camus, il dit que, en substance, il dit que la culture l'a arraché de la misère. Moi, c'est la même chose. Il y a une enseignante qui me remarque, qui fait des pieds et des mains auprès de ma mère pour que j'aille dans un autre collège que le collège, on va dire, de la cité. Et il y a une rencontre bouleversante avec les auteurs, avec les livres. Et en fait, je suis à l'école et on lit L'étranger. Donc il y a eu un choc, mais ce choc, d'abord, il a été esthétique pour moi. Il y a eu une manière d'écrire quelque chose qui... Et comme je fais assez souvent, quand je rencontre un auteur, je veux tout savoir sur lui, je veux le connaître. Donc ensuite, j'ai acheté tous les bouquins sur Camus et j'ai appris à connaître Camus. J'ai appris donc qu'il venait du... Finalement, il avait grandi à Bellecour, dans ce qui ressemblait à ma cité, au Néof, qu'autour de lui, je vous ai dit, rapport à la culture, il y a un enseignant qui tout d'un coup, lui, le propulse, moi aussi. Toutes ces choses-là, il devient artiste, il devient écrivain, il arrive à Paris et il y a tout ce lien à d'où il vient et qui le construit, moi aussi. Enfin, tout d'un coup, il y a eu comme quelque chose de l'ordre d'une sensation miroir, de la reconnaissance. C'est comme si Camus, et surtout quand je lis L'Envers et l'Endroit, je lis la préface où... pour moi, c'est devenu comme une sorte de méthodologie. C'est comme, voilà, c'est comme si Camus me disait, tu veux être artiste, et ben ça se passe comme ça. Et effectivement, et Camus a été véritablement quelqu'un, un ami, un grand frère, qui me connaît, qui me connaissait. Et donc, c'est une figure hyper importante pour moi. Et j'ai envie de dire, c'est une figure qui est... c'est l'une des figures, de mon point de vue, qui est les plus pertinentes pour l'époque, pour comprendre notre époque aujourd'hui en 2019 et pour donner du sens. Pourquoi? Parce que Camus dit des choses qui, de mon point de vue, par exemple, il dit une chose comme ça. Il dit par exemple que même si le monde est en substance, il dit même si le monde est absurde, eh ben, on doit exercer au mieux notre métier d'être humain. Il dit d'une certaine manière que il n'y a pas il le dit concrètement, c'est une citation, il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. En fait, il nous donne des clés pour vivre dans un monde de plus en plus complexe, absurde peut-être, en tout cas où on a du mal à trouver du sens, à mettre du sens. Et lui nous donne des clés. Et puis, c'est aussi une figure, et pour moi, si on traverse une crise profonde aujourd'hui essentielle, c'est que c'est un référent, un modèle, quelqu'un qui nous permet de décrypter l'époque, de comprendre l'époque. Aujourd'hui, dans un monde qui demande, comment dire, qui est tellement complexe, où on a besoin de figures qui nous diraient, voilà, voilà comment se passent les choses, voilà ce que ça signifie, voilà ce que ça implique, etc. C'est le désert, on n'entend rien. Il y a personne qui nous donne des clés pour... je vais dire un mot qui est fort, mais qui est important pour moi. Il n'y a personne qui nous donne réellement les clés pour qu'on puisse faire peuple. Et pour moi, c'est le rôle des auteurs, c'est le rôle des intellectuels. Et aujourd'hui, une figure comme Camus, elle est hyper importante parce qu'elle nous donne des clés de compréhension et des solutions, j'ai envie de dire.
Comment vous vous sentez justement dans la société française d'aujourd'hui? Parce que vous avez fait des livres très critiques après les attentats du Bataclan sur cette république. Critique, il faut qu'on s'entende bien sur le mot critique. Parce que très critique, c'est... Enfin, quand je dis critique dans le sens de la dialectique, dans le sens d'une réflexion, mais il faut bien comprendre que je me sens et je suis éminemment français, européen, et je vais même dire un mot qui peut choquer, ou je sais, mais je suis profondément patriote. Et si on réfléchit comme ça, c'est que ma démarche, c'est toujours comment faire du lien. C'est toujours comment travailler à faire peuple. C'est toujours se dire que, en fait, on doit travailler à ce qui nous rapproche et pas à ce qui nous sépare. Et de mon point de vue, nous autres artistes, on est dans un lieu hyper privilégié parce qu'on travaille les imaginaires. On est dans un endroit où on peut faire en sorte de trouver des portes d'entrée pour que chacun puisse se dire, OK, voilà, je suis singulier, j'ai mon histoire propre, mais il y a quelque chose qui me lie à la personne en face de moi, à l'autre qui est en face de moi. Et ce quelque chose, on a un imaginaire commun parce qu'on vient d'un pays, on vient d'une mentalité particulière, on vient d'une philosophie particulière, on vient d'un être au monde particulier. Et Camus illustre ça aussi à sa manière. Mais faire du lien, Abdelmalik, ça oblige pas aussi parfois à être consensuel pour faire du lien avec les gens? Or, un artiste est par définition singulier, différent. Pour moi, la subversion aujourd'hui, elle est dans la capacité à créer à être consensuel au sens où je l'entends. Ah oui, c'est ça la la subversion aujourd'hui. Bien sûr, c'est tellement facile la posture de le constat de l'obscurité. Alors tout le monde est très fort à constater l'obscurité. Alors là, c'est fabuleux. Alors il y a des choses qui sont écrites, c'est incroyable. Mais tellement rares sont les gens qui allument des bougies, qui essayent de dire OK. Et nous, on est très fort à ça, à être dans le constat. Mais cette obscurité, on voit, tous on voit ça, tous on vit cette obscurité. Mais quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on apporte? Donc, moi, quand vous dites consensuel, parce que dans la bouche de beaucoup de gens, consensuel, ou en tout cas, la notion de consensus, c'est presque quelque chose de négatif, alors que pour moi, au contraire, aujourd'hui, c'est vital. C'est vital de trouver le lieu du compromis, pas de la compromission, mais le lieu du lien, le lieu où tout d'un coup, l'autre, ou extérieurement, j'ai le sentiment qu'il est autre que moi, mais en fait, non. Cet endroit où on va réussir oui, véritablement à faire du lien. Donc, de mon point de vue, aujourd'hui, être artiste, la subversion pour un artiste, le fait de dire non, et là, je cite encore Camus, la révolte, le fait de dire non, si ce n'est pas précédé d'un grand oui, oui à la vie, oui à l'intelligence, oui à la singularité, oui au partage, etc., ça ne sert à rien. Dire non pour dire non, pour moi, c'est ridicule. Au contraire, c'est suicidaire dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Comment l'artiste que vous êtes vit le mouvement des Gilets jaunes, par exemple? Je vais vous raconter une anecdote sur les Gilets jaunes. En fait, vous vous souvenez quand il y a eu ce moment où ils sont rentrés aux Champs-Élysées, dans l'Arc de Triomphe, etc. Moi, en fait, j'ai une amie, quelqu'un qui est très proche, je considère que c'est ma marraine dans le métier. C'est quelqu'un, on partage énormément. C'est vraiment, ça fait plus de 15 ans qu'on se fréquente, qui est Juliette Gréco. Et Juliette Gréco, vous le savez peut-être, elle est un peu fatiguée en ce moment. Elle a perdu son époux en mai. Et donc, elle s'est installée définitivement dans le sud de la France. Et je vais la voir très souvent. Et quand il y a eu quand les Gilets jaunes sont rentrés dans l'Arc de Triomphe et qu'il y a eu toutes ces choses-là, je regardais ça à la télé avec Juliette. Donc elle était là, j'étais avec elle. Et elle m'a dit quelque chose en fait qui m'a bouleversé. C'est tellement, tellement vrai, tellement profond. Elle me dit la chose suivante. Elle dit évidemment, on ne peut jamais excuser la violence. Toute forme de violence, la violence est inexcusable, la violence physique, etc. Mais il faut comprendre que lorsque des gens, pendant des années, ils ont l'impression, comment dire, d'avoir dit des choses, d'avoir demandé à être entendus, et on a l'impression qu'en face d'eux, on ne les entend pas, on n'installe pas un dialogue réel, ou en tout cas quand on discute, c'est univoque, ça va. Quand on a l'impression d'ignorer l'autre, quand l'autre a ce sentiment, et ben tout d'un coup, il se passe quelque chose qui est irrationnel. Et qu'elle a dit la chose suivante, que la France se meurt à ne pas dialoguer avec elle-même. La France se meurt à ne pas écouter les gens qui sont mis en marge, toutes les personnes mises en marge. La France se meurt à ne pas écouter sa jeunesse. Finalement, la France se meurt à ne plus être la France. Et elle m'a dit ça, elle était là, elle était allongée, elle me disait ça. Pour moi, c'était bouleversant. Et elle me disait que, elle a dit ça, elle a dit, si eux ne peuvent pas le faire, nous, on va le faire, nous, faire du lien. Nous, on va faire en sorte que tout le monde puisse parler et nous, on va écouter.
On va écouter, continuer à écouter, et qu'importe si concrètement ça donne rien, mais on sera dans cette démarche-là. Et je pense que c'est important, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que la vraie problématique aujourd'hui, c'est pas tant qu'est-ce qu'on demande, parce qu'il y a des milliards de demandes, mais on veut juste que tout d'un coup, on remette au centre ce mot qui est l'empathie. Ce mot, ces mots qui sont le dialogue, mais réel, le partage, l'écoute. Si on pouvait juste faire ça à nouveau, eh ben, véritablement, on pourrait avancer positivement tous ensemble. Et l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est là. C'est comment on va réussir à faire peuple. Comment on va réussir comment dire, à lancer des passerelles dans ces fractures qui sont de plus en plus grandes, en fait. C'est votre spiritualité qui vous a aidé à avoir ce recul et cette envie d'empathie, cette sagesse? Je pense que oui, profondément. Mais encore une fois, parce que vous voyez, j'attache énormément d'importance aux mots. Vous voyez, je parlais de Juliette. Juliette ne croit pas en Dieu, mais elle est éminemment spirituelle. Elle est profondément spirituelle. Ça veut dire quoi, spirituel, alors pour vous? Spirituel, ça veut dire que voilà, on est tous différents. Évidemment, heureusement, j'ai envie de dire. Mais on a quelque chose en partage qui est essentiel, et l'être spirituel tient toujours compte de cette chose. Et cette chose qu'on a en partage, c'est l'humanité, c'est-à-dire on est des êtres humains. Et l'être spirituel n'oublie jamais ça. Camus qui ne croit pas en Dieu n'oublie jamais ça. Gréco qui ne croit pas en Dieu n'oublie jamais ça. Moi qui crois en Dieu, je n'oublie jamais ça. Et en fait, quand on comprend ça, quand on comprend qu'on a l'humanité en partage, la réalité c'est qu'on prend soin de tous les êtres. Il n'y a aucun être qui ne méritera pas de vivre, par exemple. On ne va pas dire lui, parce qu'il a telle orientation sexuelle, parce qu'il a telle vision du monde, parce qu'il a telle religion ou non-religion, qu'on veut l'effacer. C'est impossible, parce que effacer l'autre, c'est s'effacer soi-même, en fait. Et ma démarche, c'est celle-là. Et spiritualité, oui, mais c'est cette spiritualité-là, je l'ai en partage avec finalement tous ceux qui croient en l'humain. Votre foi vous oblige en matière artistique? Oui, oui, mais vous savez, je pense que tous les artistes sont des êtres éminemment spirituels. Tous. Tous. Donc oui, c'est un peu, ça m'oblige, mais en même temps. Et pourquoi je dis qu'ils sont éminemment spirituels, c'est par rapport à ce que je disais là, c'est-à-dire que tous les artistes, finalement, magnifient ce qu'on a en commun. Puisque travailler sur l'émotion, c'est travailler sur ce qu'on a en partage, l'humanité. Et tous les artistes font ça. Avec une mère si catholique Mhm. et si admirable, Ouais. d'après ce que j'en sais, Ah oui, on peut comment le dire. comment vous avez eu l'idée de vous convertir? Je cherchais mon frère aîné parce que c'est lui qui m'a... Parce que tous les enfants sont rentrés en islam. Quasiment, ouais. Mais c'est Ça ça. a dû être dur pour elle. Ma mère encore une fois, elle est vraiment catholique, très... mais elle a cette vision des choses. Elle dit finalement, l'essentiel, c'est de croire. Parce que quand on croit véritablement, on est dans l'amour, on est dans le partage. Ce qui, pour elle, et elle nous a inculqué ça profondément, si on n'aime pas, on ne croit pas. Et vous, Réellement. le modèle qu'elle a dû vous inculquer, le modèle chrétien, ne vous a pas satisfait? À un moment de ma vie, il y a eu quelque chose où je ne me suis pas retrouvé. Mais il faut comprendre, la spiritualité, la religion, puisque la spiritualité, évidemment, là, on C'est partage, différent. c'est différent. La religion, en fait, moi, je la vis comme un vêtement. Vous voyez, j'ai ce beau gilet que je trouve beau. Et en Qui est fait, j'ai beau. choisi ce gilet. Mais c'est juste un gilet. Ce qui compte, c'est la personne à l'intérieur. Vous avez ce magnifique veston. Et ce qui compte, c'est la personne à l'intérieur. C'est pas tant, finalement. Et pour moi, c'est ça la religion. Chacun choisit le véhicule qu'il considère être le plus apte à l'amener finalement à ce lien de transcendance et ce lien de rapport à l'autre. Mais c'est juste un véhicule. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la personne à l'intérieur. Évidemment, ça protège du froid, etc. Bon, toutes ces choses-là. Mais j'ai envie de dire, on peut prendre n'importe quel vêtement pour ça. Oui, mais sur la conversion, vous m'avez pas répondu. Comment c'est Comment elle l'a vécu, elle? non, mais comment vous avez eu le déclic? Ah, c'est en fait, j'ai été très jeune, très tôt confronté à la mort. Pour des raisons, si vous voulez, on en parlera. Mais donc, il y a eu cette réflexion et j'ai commencé à lire énormément sur la chose religieuse, sur le catholicisme de mes parents, de ma mère. J'ai lu énormément. Puis mon frère aîné, lui, qui était déjà entré en islam, m'a aussi passé des ouvrages. Il m'a dit, bien,
Et dans les livres que j'ai lus, c'est comme si je lisais quelque chose qui était de l'ordre, qui me correspondait, qui était de ma religion naturelle. Mais ce qui est beau, après j'ai eu mes errances, mais c'est que ça ne m'a pas coupé du catholicisme de ma mère, ça ne m'a pas coupé du christianisme. J'ai même envie de dire bien au contraire. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que d'une certaine manière, souvent dans toutes les spiritualités, on donne cet exemple sur la religion. On dit finalement, chacun, on prend la montagne et puis chacun est dans un versant de la montagne et tout ce qui s'élève converge finalement. Et qu'importe le chemin qu'on prend, l'essentiel c'est de se rencontrer. Et c'est ça, et ça je l'ai vécu véritablement concrètement lorsque mon rapport à l'islam et puis à la spiritualité musulmane qui est le soufisme. C'est-à-dire que ça a été vraiment où je me suis rendu compte finalement, encore une fois, ce que je suis en train de vous dire là, que ce n'est qu'un vêtement. Et un vêtement certes important, la religion, mais ce n'est qu'un vêtement et il ne faut jamais l'oublier. Sinon, on voit les horreurs qu'on est en train de voir aujourd'hui et qu'on a vu de tout temps avec ces personnes, ce rapport à la chose religieuse. Comment vous avez vécu l'attentat de Strasbourg, vous qui êtes strasbourgeois? Ça a été dur. Ça a été dur parce que, vous voyez, tout ce que je suis en train de dire sur l'ouverture, sur le dialogue, c'est ici que je l'ai appris. C'est ici que j'ai vécu ça. C'est ici que j'ai côtoyé des religieux, des gens qui ne croyaient pas en Dieu, etc., mais qui avaient toute cette singularité que moi j'attribue à... Encore peut-être ce mot, vous allez le trouver fort encore une fois, mais j'y crois profondément, à une sorte un génie alsacien. Vraiment. Quelque chose qui... Je le pense vraiment. Vous allez me raconter. Je vais vous raconter À moi, parisienne, le génie alsacien. Je vais vous raconter le génie alsacien. Mais en tout cas, cette chose qui fait que ici, on a un rapport très, très particulier à l'œcuménisme, au dialogue interreligieux, à l'autre finalement. Et je l'ai appris ici. Et c'est vrai qu'en allant à Paris ensuite, c'est autre chose, c'est une autre... Et donc de voir que finalement, ce cancer qui est l'intégrisme, cette violence, cette incompréhension liée à la religion, de voir que c'est venu jusqu'ici, c'est quelque chose qui peine forcément. Mais alors, vous me disiez que vous étiez tout à l'heure profondément alsacien. Oui. Et alors expliquez-moi ce que c'est que ces racines alsaciennes, ce génie alsacien auquel vous tenez tant. C'est quoi au juste? C'est quelque chose d'organique et de charnel, c'est quelque chose entre les êtres. Ici, mais plus ici qu'ailleurs? Ouais, plus ici qu'ailleurs. Enfin, plus ici qu'ailleurs, c'est différent, on a notre singularité, on a nos singularités à nous ici. Ailleurs, c'est autre chose, il y a un génie provençal, il y a de partout en fait. Mais ici, c'est particulier dans le sens où d'abord, c'est mon lieu, c'est mon endroit, ce sont mes racines, c'est presque affectif et personnel. Mais par exemple, tous les êtres ici, qui croient en Dieu, qui ne croient pas en Dieu, là n'est pas la question, mais ils ont quelque chose, de mon point de vue, c'est comme imbibé dans leur être, quelque chose de spirituel. Et c'est pas pour rien. Plus tard, en grandissant, j'ai lu Maître Eckhart, j'ai lu tout ce qui est autour de la mystique rhénane, de l'histoire de la région, etc. Il y a quelque chose de singulier. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui venaient, qui me disaient c'est difficile au départ d'avoir des amitiés en Alsace. Mais une fois qu'on les a, c'est à vie. C'est vrai. Et c'est vrai. C'est-à-dire, il y a pas de, on n'est pas frivole en amitié. Voilà. On n'est pas. Il y a quelque chose de on est des êtres. On est des êtres entiers, réellement entiers. Et ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi, comment je suis avec les autres. Et encore une fois, cette chose qui est liée au dialogue, cette chose qui est liée au partage, cette chose qui est liée à l'écoute, c'est très particulier ici. Et puis, il y a aussi quelque chose. Ici, on est européen de fait. C'est normal pour nous, l'Europe. Et quand je me souviens, quand je commençais à aller à Paris, avant on va dire, de m'y installer, j'étais ici et j'avais des amis et tout, je parlais avec eux au téléphone et ils me disaient quand est-ce que tu rentres en France, quand est-ce que tu rentres à Paris? Quand même, il y a cette vision où à Paris, ça tourne autour de, c'est un peu, on est entre soi, ça tourne autour de soi, les problématiques, c'est toujours des problématiques parisiennes, Paris c'est la France, alors que ici, nous on a conscience, par exemple, ici on a conscience de l'Europe et on a conscience du monde, tout de suite. Et pourtant, on a aussi une mentalité qui est très régionale. Pour moi, il y a quelque chose de l'avenir ici. Il y a quelque chose de ce que pourrait être positivement l'Europe ici. Et qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas à Paris.
Je ne dis pas qu'il n'est pas nécessairement, mais qui n'existe pas d'une certaine manière. Et tout ça fait que je suis fier de ma région et que j'aime ma région et que je vous disais ça la dernière fois quand j'étais à New York et je présentais mon livre. Il y a les Alsaciens de New York qui sont venus me voir et qui étaient là. Et la dernière fois aussi, on était à Tokyo, pareil, les Alsaciens. Et ça, c'est fabuleux. Parce que voilà, on est très solidaires, nous autres Alsaciens. Et c'est vrai, hein, c'est vrai. Alors, expliquez-moi aussi cette carrière formidablement hybride, parce que vous avez commencé par le hip-hop, vous avez fait un album en 96, formidable, avec Knapp. Vous êtes passé à la littérature, je le disais tout à l'heure, au théâtre, vous avez écrit des essais. Comment est-ce que vous croyez à une idée de carrière ou au contraire, pas du tout? Non. Par contre, je crois à la notion de cohérence. Alors, c'est quoi votre cohérence? En fait, je suis un artiste. Et c'est quoi un artiste? Je vais vous dire ce qu'est un artiste. En fait, il y a des figures pour moi qui sont des artistes par excellence. Des gens comme Camus, des gens comme, je sais pas, des gens comme Cocteau, des gens... En fait, c'est des gens qui finalement, si on prend Camus, Camus, il est à la fois essayiste, il est novelliste, il est romancier, il est philosophe, il est homme de théâtre. Et j'ai dit Cocteau. En fait, c'est des gens qui encore une fois, utilisent le médium comme ce qu'on disait de la religion tout à l'heure. C'est un outil. Mais ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur d'une certaine manière. Et par exemple, à un moment donné, Camus aura le sentiment qu'il pourra dire plus de choses, ou il pourra se rapprocher plus d'une émotion en utilisant finalement le théâtre que le roman. Alors il va prendre le théâtre et il va s'exprimer à travers ça. Il aura le sentiment qu'il peut dire plus de choses en écrivant cet essai philosophique. Alors il va écrire L'homme révolté, etc. Et cette cohérence-là fait que, et tout ça est dans l'ordre, c'est-à-dire que vous savez, comme moi, enfin tous ceux qui aiment Camus, il y a différents cycles. Alors et qu'il allait terminer par ce cycle que moi j'essaye justement de prendre, qui est le cycle de l'amour. Et en fait, donc il y a l'essai, la pièce de théâtre, le roman, enfin tout ça est très structuré. Et ma manière de faire, c'est celle-là aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que voilà, je suis un peu touche à tout, mais la réalité, c'est que ce sont des médiums dont que j'utilise d'une certaine manière parce qu'ils vont me permettre d'aller au plus près de l'émotion que j'ai envie d'approcher. Et donc, ça va se manifester par, quelquefois, je pense que la littérature, ça sera plus adapté. Je pense que faire de la musique, ça sera plus adapté. Je pense que, voilà, je me positionne par rapport à ça. Et l'idée, c'est encore une fois de dire que si je ne suis ni rappeur, ni romancier, ni essayiste, je suis tout ça en même temps. Mais que si on devait prendre un terme générique, je dirais que je suis un artiste. Et c'est en ce sens-là. Et un artiste, c'est toujours celui qui magnifie l'humain. C'est toujours celui qui dit, vous voyez, ces gens-là, que vous croyez différents de vous autres, mais en fait c'est vous. Et l'artiste dit ça, que ce soit en peinture, que ce soit en musique, que ce soit à un moment donné, il nous amène dans des lieux où il nous dit en fait vous pensiez ne pas être là, mais vous êtes là aussi. Et à chaque fois, et les grands artistes font ça à chaque fois. Et comment vous faites dans le climat de haine qui monte quand même dans la société française aujourd'hui? Vous ne sentez pas ça? Comment vous vous sentez? On vit dans le même pays, on vit dans le même monde. Et en ce sens-là, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la subversion, elle est dans la capacité à dire je t'aime. Quand tout le monde dit je déteste, je hais, je suis contre, etc., moi je dis j'aime. Je dis, lui il me dit, ou elle me dit, moi je suis de ce monde et toi tu es de ce monde, et moi je dis très bien, alors où est la passerelle? Lançons la passerelle. L'autre, les gens se replient, moi je m'ouvre. C'est ça la subversion. La subversion, puisqu'on parlait le fait d'être artiste et l'aspect subversif de l'artiste, pour moi, c'est pas. L'artiste est le fils de son époque. C'est-à-dire que si on est dans un monde j'ai envie de dire, excessivement consensuel et excessivement mou, etc., et ben c'est important d'être justement, de dire non et d'être dans la rupture. Mais si on est dans un monde où rompre ou être contre, c'est devenu une posture, voire une imposture, on dit non, on dit non. On dit aujourd'hui, c'est vital que de dire je t'aime. C'est vital que d'être ensemble. C'est vital que de dire ok, on est différents, mais nous sommes un même peuple. C'est vital de dire que si on ne réussit pas ensemble, on va crever tous ensemble. Et pour moi, tous ces esprits chagrins qui sont là à dire oui, mais vous savez, c'est cuicui les petits oiseaux, etc. Super. Eh bien oui, je suis cuicui les petits oiseaux, je suis un rêveur et je l'assume.
parce que c'est vital et c'est important pour nous tous ici et pour nous tous dans le monde dans lequel on vit. Oui, mais il y a bien quand même une responsabilité politique quand même. Mais c'est pas politique ce que je suis en train de dire, c'est éminemment politique. Oui, mais c'est assez individualiste comme démarche. C'est pas tant individualiste Parce que que dans ce livre que vous faisiez en 2015 sur Place de la ouais. République, vous rebelliez quand même contre l'État, contre la République, contre la démocratie française qui laissait un peu tomber les musulmans, les enfants des cités. Là, vous ne reprochez plus rien. Reprochez plus rien. Le fait, vous avez le sentiment que de dire qu'on est à une époque où on divise les êtres, où on sépare les gens, où on fait en sorte qu'on dit, voilà, un tel et un tel ne peuvent pas dialoguer, qu'il y a les gens des cités, qu'il y a les gens des centres-villes, qu'il y a les gens des campagnes, et de dire que je vais faire du lien, il faut lancer des passerelles, on est ensemble, on est un peuple, pour vous, ce n'est pas une revendication, c'est éminemment une revendication. Et ce n'est pas individualiste que de dire, c'est à échelle d'homme, je commence dans mon individualité. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire aux gens faites ci ou faites ça, je fais. Et peut-être que ça peut servir à d'autres. Et peut-être qu'on va se donner la main et de proche en proche, on va devenir un groupe et changer les choses. Mais je pense que s'il n'y a pas un travail qui est d'abord individuel et non pas individualiste, mais d'abord individuel, on ne pourra pas changer collectivement. C'est-à-dire que si on a vraiment envie de changer les choses, il faut qu'on commence par changer soi. Et ensuite, on se reconnaît et on change ensemble. Et le problème, c'est que là, on est pris dans une sorte j'ai envie de dire, comment on peut dire ça? On peut dire le danger, c'est l'ivresse insurrectionnelle. C'est ça le danger. Qu'on soit pris dans quelque chose, l'insurrection est une insurrection légitime, mais que ce soit une sorte d'ivresse et qu'il n'y ait plus de rationnel et que tout d'un coup on commence à être dans... Et ça c'est dangereux parce que on remet en cause ce dont vous évoquez tout à l'heure, c'est-à-dire on remet même en cause la notion même de démocratie. Et ça c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on confond la personne qui conduit le véhicule et le véhicule. La démocratie, c'est un véhicule, un très bon véhicule qui fonctionne très bien. Mais il faut de bons conducteurs. Si on n'a pas le bon conducteur, on ne va pas détruire le véhicule, il faut changer de conducteur. Quand vous travaillez sur tous ces projets, qu'est-ce qui vous... Là, vous allez bientôt sortir un livre, album, à l'occasion d'une exposition au musée d'Orsay sur le modèle noir dans la peinture de Géricault à Matisse. Alors, vous allez publier donc un livre et un album là-dessus. Comment vous travaillez? Il y a de la chanson, il y a de l'écriture. Vous qui faites tant de choses, comment ça mature dans votre tête? En fait, je travaille. Il n'y a pas vraiment je travaille vraiment pour le coup à l'inspiration. Par exemple, dans ce que vous êtes en train de dire, donc cette exposition-là. Donc pour moi, c'est me dire qu'au 19e siècle, en tout cas dans cette période-là, la manière dont on a représenté le noir, c'est la manière dont on a représenté l'autre. Alors c'est lié aussi à toute une histoire de l'époque, au sortir de l'esclavagisme, ensuite il y a le colonialisme, etc. etc. Donc une construction finalement de l'autre pour affirmer son humanité, et finalement c'est une vision négative de l'autre d'une certaine manière. Et moi je me dis que ça c'est une construction. Et nous autres artistes, aujourd'hui en 2019, si on a pu construire quelque chose de négatif, de mon point de vue, on peut déconstruire cette chose négative et en faire quelque chose de positif dans cette idée de déconstruction. Et de mon point de vue, c'est notre travail à nous autres artistes. Donc, quand j'ai vu un tableau, c'est le tableau de Pierre Puvis de Chavannes qui s'appelle Le jeune noir à l'épée. J'ai vu ce tableau-là, c'est un jeune noir qui est représenté. Et en fait, en voyant ce tableau-là, je me dis en fait, c'est un noir, mais il aurait pu être blanc, il aurait pu être... parce que c'est comme si le peintre, là, il a peint ce qu'il y avait à l'intérieur. Même si on voit ce qu'il y a à l'extérieur, et je me suis dit, mais en fait, ce qui est important, c'est de magnifier toujours ce qu'on a en commun, de magnifier l'humain. Et aujourd'hui, c'est hyper important de sortir de ces clivages, de ces différents, l'autre est noir, l'autre est blanc, l'autre est homme, l'autre est femme, etc. Très bien, mais on est des êtres humains aussi. Et mon idée, c'était ça, c'est-à-dire c'est d'amener cette complexité-là. Ce qu'on voit n'est pas nécessairement ce qui est. Alors, de travailler sur cette vision de l'autre, le noir, etc. Et puis finalement, lorsqu'on écoute ce qui est dit, lorsqu'on voit, parce qu'il y a aussi tout un travail autour de la danse, lorsqu'on va voir tout ça, on se dit, mais en fait, noir, vert, jaune, rouge, on s'en fiche, là, on parle de moi. On parle de ce que je suis en tant qu'être humain. Et c'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui m'apparaît, là, en l'occurrence, c'était ce tableau, et puis les mots arrivent. Et certains mots, je dois les mettre en musique, certains mots, je trouve que c'est un poème, l'autre, je trouve que
dans une forme de roman ou de nouvelle, ça fonctionnerait mieux, etc. Et là, il se trouve que j'ai eu envie de faire quelque chose qui ne soit une sorte d'œuvre totale. Donc j'ai fait ça. Est-ce d'avoir eu une enfance difficile? Vous évoquiez tout à l'heure la mort que vous avez côtoyée quand vous étiez jeune, qui vous a donné cette sagesse, encore une fois, sur les choses. Ouais, comment dire, moi, tout est lié à... Parce que dans votre film, on vous a vu Ouais. aussi, dans votre livre, que vous avez côtoyé la délinquance, que Mhm. vous avez vécu des moments très durs. Donc, est-ce que ça vous a enrichi? Profondément. Vous savez, quand je dis que l'amour, c'est important, ça pourrait paraître l'amour, c'est important. Sauf que j'ai vu, comment dire, j'ai vu ce que produisait la haine, concrètement. C'est-à-dire que on a 13 ans ou 14 ans et on est confronté parce qu'il y a des amis qui meurent d'overdose, parce que, etc., parce qu'on voit, on comprend que on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Parce que si on vit comme ça, on meurt derrière. Et forcément, ça m'a marqué. Et forcément, mon combat, c'est celui-là. C'est celui de la paix. Quand je dis la paix, parce que je sais ce qu'est la violence. Il y a beaucoup de gens qui parlent de choses qu'ils n'ont pas nécessairement vécu dans leur chair. Moi, j'ai vécu ça dans ma chair. Donc forcément, ça m'a marqué. Donc forcément, ça m'amène ce recul. Forcément, ça m'amène ce truc de se dire, OK, l'escalade, voilà, si je mets de l'huile sur le feu, ça peut être grave. Il faut, si se passe telle chose, il ne s'agit pas d'être réactif, mais de prendre le recul, de s'arrêter, de réfléchir, de penser, de dire que concrètement la plume est plus forte que l'épée, etc. De dire ces choses-là. Et forcément, ça vient de mon enfance, de mon adolescence. Alors, qu'est-ce qui vous a... C'est la lecture, Tout qui ça, vous a donné ce moyen de résister à toute cette violence que vous voyez autour de vous, parce que vous auriez pu sombrer comme bien totalement. des jeunes. Comme bien des jeunes et comme bien de mes proches. Non, c'est tout ça en même temps. Et puis, il y a un petit facteur aussi qui s'appelle la chance. Et que mon professeur dont je parlais tout à l'heure, il n'est pas là, mais il fait partie des gens qui m'ont sauvé la vie. Les enseignants m'ont sauvé la vie. Ils m'ont dit, j'aime bien dire ça. Ça fait rire quelques-uns, mais j'aime bien dire ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais beau. Alors moi, j'ai fini par croire que j'étais beau, effectivement. Votre maman, vous l'avez pas dit? Différemment, toutes les mamans disent à leurs enfants qu'ils sont beaux. Mais quand il y a quelqu'un qui ne nous le dit pas nécessairement, qui n'est pas censé nous le dire. Donc j'ai eu tous ces gens, ces enseignants, essentiellement ces enseignants et enseignantes qui m'ont dit que j'étais beau. Ils m'ont répété. Alors j'ai fini par croire que j'étais beau et j'ai agi en conséquence. Maintenant je suis un beau gosse. On agit, que ça veut dire quoi, agir en conséquence? Agir en conséquence, ça veut dire qu'on dit écoute, tu es intelligent. Or je me dis mais quand même je suis intelligent, donc je dois utiliser puisque je suis intelligent. Et donc on m'a dit tu es français. Et comme on me dit je suis français, mais si je suis français, donc en fait je suis chez moi, etc., etc. Mais ça, on m'a dit, mais à d'autres, la plupart du temps, on leur dit, tu n'es pas beau, tu n'es pas chez toi, tu es un terroriste, tu es un tel, tu es tel. Et il finit par agir en conséquence. Parce que c'est comme ça. Vous-même, si on devait retourner, si je vous posais des questions, et ben vous me diriez que vous étiez jeune et il s'est passé telle chose et ça vous a donné envie de faire telle chose. Et ça, c'est vrai pour nous tous. Mais moi, quand j'étais gamin, quand j'ouvrais ma fenêtre, mes modèles, au départ, c'était des braqueurs, des voleurs de voitures, des dealers, etc. Donc, ça allait finir comment? Costaud, Exactement, et je trouvais qu'ils étaient... Et puis quand j'allumais la télé, ben, je voyais plein de gens qui ne me ressemblaient pas du tout. Alors je me disais, mais c'est pas eux, en fait les miens, ils sont... etc., etc. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit ici ou si on le disait tout à l'heure, parce qu'on est bavard, donc on parlait aussi dans les loges, mais je disais que nous autres artistes, on a un rôle important dans le sens où on travaille les imaginaires. On travaille sur les imaginaires et on travaille les imaginaires. Et un imaginaire commun, c'est le socle de cette idée de faire peuple. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit, en fait, on est pareil, on peut être différent, mais parce qu'on a les mêmes références, parce on se base sur une histoire commune, etc., etc., c'est ce qui permet de faire peuple. Donc on doit travailler à faire cet imaginaire commun. On doit travailler à lancer les passerelles, parce que sinon, on sera toujours face à des gens, finalement, qui vivent les uns à côté des autres, mais ils ne sont pas ensemble, et ils ne se connaissent pas. Combien, dans ce travail que je fais autour des Justes de Camus, donc je suis allé, dans mon histoire, j'ai embarqué des jeunes de Sciences Po et j'ai mis en lien avec des jeunes de cité, du même âge. Et combien des gamins de Sciences Po qui me disaient j'étais jamais venu dans une cité de ma vie, et combien il y a de jeunes donc de cité qui me disaient ben j'ai jamais rencontré des gens comme ça. Comment vous avez eu cette idée-là? Ah, elle est super cette idée. Ouais. Ben,
En réalité, c'est simple. C'est de se dire qu'il y a des endroits qui sont des... Et c'est pas négatif ce que je dis, c'est un fait. Il y a des endroits qui sont la fabrique à élite de demain. Finalement, les gens qui seront dans différents... Il y a des endroits, c'est comme ça, c'est la France. Il y a ces endroits-là. Et je me dis que si le début détermine la fin, et je pense que le début détermine la fin, c'est important que ces jeunes qui sont en train de se former, qui peut-être demain vont être aux affaires, comme on dit, eh ben c'est important qu'ils rencontrent des gens de la même génération qu'eux, mais qui viennent d'un milieu socio-culturel totalement différent et qu'ils échangent. Et que cette rencontre-là, elle va peut-être être déterminante dans leur manière de voir le monde ensuite. Et donc j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, mais si on le fait de manière artificielle, c'est toujours Oui, se comment rencontrer. faire pour que ça ne Voilà. soit pas Et ben, artificiel? comme moi je suis un artiste, eh ben, j'utilise mon moyen à moi, qui est l'art. Donc l'idée, Alors, comment vous faites? c'est ce que j'ai fait. Ces jeunes, les jeunes de cités qui sont du 93, je les ai donc regroupés en troupes, c'est 5 garçons, 5 filles, troupes de théâtre. Troupe, je dis bien troupe, parce que l'idée c'est qu'ils sont tous intéressés par l'art, etc. Donc troupe de théâtre. Les jeunes de Sciences Po, c'est des jeunes qui, en deuxième année, qui dans leur cursus doivent doivent faire un stage lié à l'art ou dans l'administration artistique ou dans le fait des artistes concrètement. Donc je me suis dit, voilà, moi je suis en train de faire ça. J'aimerais que vous, prendre des jeunes de Sciences Po, que vous veniez, vous puissiez noter ce qui est en train de se passer, et dialoguer, donner votre expérience. Et en dialogue avec ces jeunes, avec qui je travaille avec eux sur la pièce également, et qu'on puisse se mettre tous ensemble et parler. Dire en Toujours quoi, les justes. toujours les justes. Dire en quoi, aujourd'hui, par exemple, le terme faire la révolution, en quoi c'est pertinent? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? À la fois rapport au texte, puisque c'est les anarchistes, 1905, et à la fois aujourd'hui, à l'heure des gilets jaunes, etc., etc. Et donc c'est passionnant. Ce qui s'est passé là, c'était fabuleux. Et moi, toute cette matière, je la récolte. Et je vais utiliser cette matière dans la pièce. C'est-à-dire, évidemment, je garde le texte de Camus, mais je rajoute certains éléments et je vais utiliser ça. Donc, du coup, ça avait un sens pas juste, j'ai envie de dire, thérapeutique ou cathartique, je ne sais pas, mais ça avait un sens aussi artistique, vraiment profondément. Et l'idée, donc, tout d'un coup, ça faisait sens pour eux, pour moi, pour nous tous. Donc, j'ai utilisé ça. Et on a fait, pour l'instant, on a fait 3 rencontres comme ça. Mais c'est fabuleux, c'est bouleversant. C'est bouleversant à pleurer. Parce qu'on entend des choses qu'on n'entend nulle part, qu'on n'entend pas à la télé, qu'on n'entend pas. Quoi, par exemple? Par exemple, il y a un truc qui a été hyper beau. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette pièce, etc. Il y a Je l'ai vue, mise en scène par Stanislas oui, Nordet. et on en parlait. Donc, on a lu ensemble. Et à un moment donné, parce que donc les anarchistes, les terroristes, ils fomentent donc l'attentat contre le grand-duc, etc. Et je leur ai posé la question, qui est votre grand-duc dans vos vies? Et on était assis en rond comme ça, et chacun dit son... Donc on a commencé par une des actrices qui joue qui est dans la pièce. Et comme moi, elle est originaire de Cité, elle est de la Courneuve, etc. Donc elle a parlé de choses finalement qu'on vit dans la Cité. Et des choses assez dures liées à sa famille, etc. Et juste après, il y avait un jeune de Sciences Po. Et le jeune, il dit, je pourrais dire des choses, mais après avoir entendu ça, je ne sais pas si ce que je dis a de l'importance et si parce que je suis un privilégié, etc. Alors je lui ai dit, ici, tout est important, parce que tout est relatif. Il se trouve que, d'accord, moi je viens de la cité, j'ai vécu des choses difficiles, etc. Mais ça ne veut pas dire que j'ai le monopole de la souffrance et de la... Non, c'est que tu peux avoir vécu des choses qui, moi, de mon point de vue, peuvent me paraître légères et sans importance, mais de ton point de vue, c'est aussi puissant et important que la douleur que j'ai vécue. Et donc chacun donnait des expériences par rapport à ça, et des gens étaient en larmes, et des gens pleuraient, et pour ça, parce que tout d'un coup, tout le monde se sentait mis au pied, sur le même pied. Il n'y avait personne d'inférieur. Et j'ai dit aussi aux autres jeunes, parce qu'il faut voir les jeunes de Sciences Po qui s'expriment, etc. Je dis, ici, et je disais aux autres, il n'y aura pas d'esbrouf lié à la parole. C'est pas parce quand même peut-être plus les mots pour le c'est dire. ça. Non. Et je disais ici, il n'y aura pas d'esbrouf lié à la parole, par exemple. Alors, il y avait un jeune de Sciences Po, il nous a dit quelque chose de fabuleux par rapport à la pièce et par rapport à tout ça. Et je lui ai dit, mais très bien, c'était super. Et je lui ai dit, mais toi, au fait, qu'est-ce que tu penses? Et là, tout d'un coup, il s'est arrêté. Parce qu'il avait sorti des références fabuleuses, mais en fait, il n'avait pas donné son avis. Alors que les jeunes de cité ne donnaient que leur avis. Et profondément. Et tout d'un coup, il s'est passé une sorte d'échange. Il y a eu un truc où on se rendait compte finalement que, bien sûr, c'est essentiel d'avoir les mots pour dire les choses. C'est hyper important. Mais si ces mots ne sont pas investis, s'il n'y a pas le cœur dans ces mots,
S'il n'y a pas l'âme à l'intérieur, s'il n'y a pas l'esprit, eh ben, ces mots, c'est juste des coquilles vides. C'est quoi la langue de bois, etc. Eh ben voilà. C'est que tout d'un coup, quand il y a des gens qui parlent, mais on n'entend pas le cœur battre. Il n'y a rien en face. Et je pense que ça commence là. C'est le fameux, c'est quand Camus dit, en substance, il dit mal nommer les choses, c'est rajouter à la misère du monde. Mal nommer les choses. Et dans mal nommer les choses, c'est aussi dans le fait de ne pas s'investir dans les mots qu'on emploie. C'est parce qu'on n'est pas dedans. Et je lui disais ça, et tout d'un coup, ce jeune s'est rendu compte que, en fait, il ne parlait pas de lui-même. Et il n'avait, alors qu'il avait les mots. Et ça, c'était passionnant. Et voilà, et on a tourné comme ça, et c'était bouleversant. Et c'est ça que je veux dire. Vous avez l'impression que la diversité progresse en France, enfin dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire par la diversité? Je veux dire, par exemple, est-ce que on voit plus de noirs dans les théâtres, sur les plateaux, sur les scènes? Ils sont plus reconnus comme artistes, c'est plus facile pour eux. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Reconnu comme artiste, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. On peut être noir, vert, jaune, rouge en France si on est. Mais par contre, en musique, dans tout. Mais le problème, c'est la visibilité. oui. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire la possibilité. Je vais vous donner encore une autre anecdote. Donc, je suis dans un endroit, parce que maintenant, il faut faire attention, pour qu'on comprenne bien ce que je dis, je suis dans un endroit institutionnel, voilà. Je suis dans un endroit et il y a des gens autour de moi et ça. Et je leur explique le projet que je veux faire. Je dis voilà, alors je vais faire telle chose, et bien sur scène, il n'y aura que des noirs, et ils vont dire. Et j'explique et tout, et je vois que ça tique. Que c'est pas. Et moi je dis il y a un problème. Et ils me font oui, mais quand même, ta vision, toi tu as une vision de l'universel, si tu mets que des noirs. Je leur dis ok, je vais vous donner un exemple, et si mon exemple est pertinent, très bien, et s'il n'est pas pertinent, ben, je vais faire ce que vous dites. Je dis, moi j'aime beaucoup l'opéra par exemple, donc je vais à Garnier, je vais voir des choses. Et quand je vais à l'opéra, bon, je suis ému, je pleure parce que ça parle de moi, parce que truc, mais il n'y a que des blancs sur scène, par exemple, la plupart du temps. Mais il n'y a aucun problème, puisque c'est pas, on s'en fout qu'il y ait des blancs, des verts, des jaunes, des rouges, c'est que ça me parle, il y a quelque chose. Donc, je vais dans un endroit où il n'y a que des blancs, je suis ému, je pleure. Et vous êtes en train de me dire que s'il n'y a que des noirs, ça va empêcher l'émotion. Donc vous êtes en train de dire que le blanc est capable de porter l'universel et pas le noir, en fait. Et ils m'ont dit, ok, très bien, tu peux... Est-ce que vous avez des questions à poser à Abdelmalik? Soyez pas timide, hein, on est entre amis. Mademoiselle? Bonjour. Ah, ça marche. Je n'ai aucune question. J'ai seulement une faut une affirmation. question. Une affirmation. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier. Merci à vous. Merci d'être qui vous êtes, de porter ce message. Je vous ai connu quand j'étais très jeune. Bon, je ne sais pas si ça s'entend, mais je ne suis pas d'ici. Et vous m'avez donné envie de découvrir cette ville. C'est comme si je me rapprochais de l'artiste que vous êtes. Vous parliez de Camus, à quel point il vous avait inspiré. Ben, sachez que je ressens la même chose par rapport à vous. Waouh. Oui, vraiment. Wow. Et je vous aime, j'aime votre façon de penser, wow. J'aime le message que vous portez et je vous remercie du coup d'être qui vous êtes. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, vraiment. Monsieur? Bonjour à chacun de vous. Merci beaucoup pour cette réunion avec vous, cette interview, cet entretien. Et je partage pleinement ce que ma prédécessrice a pu dire. Et, c'est le fond du cœur. Et donc, pour faire un pas de plus, ce serait éventuellement de savoir, parce que j'ai acheté votre livre que vous m'avez gentiment dédicacé, Le Dernier Français.
Donc c'était lors des bibliothèques idéales, pas cette année malheureusement parce que je vous ai pas vu, vous m'avez manqué. J'espère que vous... Je reviendrai. Très bien. Et donc, notamment, le résumé que vous avez fait à la fin de ce livre m'a beaucoup plu. J'ai partagé avec mes proches et effectivement, peut-être savoir un petit peu quelle est votre méthodologie pour appliquer un petit peu ce que vous avez pu écrire dans ce livre-là et de savoir effectivement quand est-ce qu'on va vous voir plus souvent dans la région, sur Strasbourg, dans des... pour que vous, par exemple, les spectacles que vous programmez à Paris, j'espère que... Mais Voilà, j'espère que nous vous ferez l'honneur de les programmer également sur Strasbourg ou dans la région. Voilà. Mais d'abord, merci pour le soutien, pour l'écoute. Mais non, parce qu'il y a deux questions. Il y a la dernière, quand est-ce qu'on va me voir à Strasbourg, mais justement, on est en train de faire les choses pour justement ce que je suis en train de faire, notamment sur les justes et d'autres choses, mais de pouvoir le faire aussi ici, pareil, avec cette même intensité, avec les différentes rencontres, etc. Vraiment, ça, c'est quelque chose... Enfin, je suis en train de travailler sur ça. Donc, je serai là et je vais faire les choses. Après, j'ai ce rapport particulier à Strasbourg. Je suis souvent là, mais souvent à titre personnel, puisque j'ai toute ma famille ici. Donc je suis là. Mais c'est vrai que là, on a envie vraiment artistiquement de ramener des choses et de faire plus de choses encore ici. Donc ça va se faire. C'est la première des choses. Et l'autre chose, vous parlez de méthodologie par rapport au dernier français, etc. Mais moi j'ai envie de vous dire, c'est que l'essentiel, c'est d'être soi, en fait. D'être soi et d'être toujours dans cette démarche d'ouverture, de curiosité, Voilà, pour moi, lire, aller au théâtre, partager, dialoguer, faire du lien, être dans cette démarche où, comment dire, de pas subir les choses, mais d'être toujours dans cette démarche où on essaye non seulement de comprendre, mais de trouver, de pas être dans une démarche de juge, quoi, être toujours à juger les êtres, mais essayer d'être dans la compréhension, etc. Voilà, je pense que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, je disais qu'on est tous des artistes, dans le sens où notre chef-d'œuvre, ça doit être notre vie. Et tant d'auteurs que j'aime ont écrit ou réfléchi sur la notion de vie réussie. C'est quelque chose, ça. Et je pense que c'est un questionnement qui se pose, un cheminement même, qui se pose à nous tous. Et ce qui est important, je pense, le cœur, c'est d'être dans l'empathie, toujours. Et de se battre pour ça, et de ne pas se laisser prendre par le flot de négativité qui est puissant et qui est de plus en plus puissant. Mais on est tous des monstres aussi, non ? Des monstres. Qu'est-ce que vous voulez dire par nous sommes tous des monstres ? Quand vous dites être soi, mais être soi, c'est pas forcément, on n'est pas forcément bon. En tout cas, être bon à l'endroit où il faut l'être. Et pour moi, être bon à l'endroit où il faut l'être, c'est le fait de... Quand vous dites monstre, c'est important ce mot, c'est-à-dire que... Parce qu'il y a une part de mal et de bien en chacun de nous. Mais parce que pour moi, dire une part de mal et de bien, c'est quand même... De toute façon, ça reste une vision... Évidemment, sans manquer de respect à ce que vous êtes en train de dire, mais ça reste quand même une vision binaire des choses. Moi, je parle de la complexité des êtres. Et dans la complexité, c'est là où... Mais par contre, pour moi, il y a des choses qui sont inacceptables, qu'on ne doit jamais accepter. Par exemple, le fait d'enlever la vie à un être. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, en fait. Toutes les formes de violence. Comment lutter face à... Après, il y a des violences sur lesquelles on peut s'arrêter, réfléchir, etc. Mais par exemple, moi, j'ai une horreur absolue de la violence physique, par exemple. C'est interdit, ça, pour moi. Il y a des choses où il n'y a pas besoin de dire bien, mal, etc. Il y a des choses où on peut dire non, tout de suite. Et pour moi, ça, c'est la base. Le problème, c'est que parce qu'on vit dans une société violente et parce que ceux qui sont censés nous donner l'exemple ne nous donnent pas l'exemple, justement, on construit on fait des monstres, pour le coup. Mais ça ne veut pas dire que nous-mêmes, au niveau de notre travail en tant qu'individu, on ne doit pas réfléchir à cette notion de bonté, à cette notion de, j'ose encore un mot qui fait paniquer, la tendresse. C'est des choses, j'ai envie de dire, et on ne parle plus tant de ça. On est là, on vocifère, c'est la violence, le truc, on a l'impression que c'est... Mais à un moment donné, arrêtons-nous. Juste, on s'arrête, un instant. Et pour moi, c'est des moments comme ça, par exemple. C'est des moments privilégiés, parce qu'on s'arrête. On s'arrête et on parle, et on écoute, et on dialogue. C'est hyper important. C'est des moments de respiration, des moments de réflexion. Et c'est ça, en fait. C'est ça que je veux dire. Après, évidemment... en nous, il y a des tendances, il y a des pulsions, il y a des trucs, mais bon, ça, j'ai envie de dire, depuis l'homme de Cro-Magnon, c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas... Mais par contre, on est quand même arrivé à une époque
où on a vécu les drames qu'on a vécu dans le siècle qui vient de se terminer, on a vécu des choses horribles et ne reproduisons pas ça. Et c'est horrible de voir que justement, on voit les choses se reconstruire de la même manière, avec la même, comment dire, ce côté horrible, et je trouve ça malheureux. Et nous ici, eh ben, on est entre femmes et hommes d'esprit, j'ai envie de dire. Eh ben, restons des femmes et des hommes d'esprit à échanger, à partager, à dialoguer et à privilégier la plume à l'épée. Une question. Voilà, encore 3 questions. Dites-moi, monsieur. Je suis un jeune du Neuf, voilà, et je me porte garant, je me porte parole pour te dire que on est là, ça va, tout se passe bien. Et justement, tu as parlé de cette chance. Il y en a beaucoup qui disent que la chance, pour la provoquer, on va dire, moi, quand on me pose cette question, je dis, tu peux me laisser 4 heures pour que je fasse thèse, antithèse, synthèse, pour voir. Et quel serait le conseil d'un grand frère à un petit pour soit les aider à les motiver, soit motiver moi-même pour qu'ils aient confiance en eux? Tu sais, je me permets de te tutoyer, ça ne te dérange pas? Ben, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc. Bon. Moi, je crois vraiment, vraiment profondément en la culture, le savoir, l'éducation. Pour moi, c'est le cœur du truc. Et ça commence par soi, en fait. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que y a beaucoup, justement, de jeunes du Neof et d'autres que je connais, etc., qui plusieurs fois, à plusieurs occasions, et ça s'est reproduit un peu partout en France quand je vais dans différents quartiers et tout, ils me disent, voilà, même moi je veux être représentant de personne, déjà, il se représenter soi, déjà c'est compliqué, mais ils me disent, nous on t'a vu, tu étais là, tu traînais là, tu faisais ça, tu viens du même milieu que moi, tu as grandi comme moi, tes histoires c'est les mêmes, et tu es devenu qui tu es devenu. Et je me dis que si toi tu arrives à faire ça, et ben moi aussi je peux le faire. Et ben pour moi c'est la plus grande victoire. Tu vois? Et c'est ça que je veux te dire, c'est-à-dire que si, parce que d'une certaine manière, et c'est pour ça que ma démarche elle n'est pas individualiste, mais ma démarche elle est de vraiment ne pas oublier l'individu, ne pas s'oublier, savoir que le cœur du travail, c'est sur soi. Et ensuite, ça rejaillit. Et tout d'un coup, même si tu le veux ou tu le veux pas, tu deviens un modèle, un référent, et puis ça nourrit autour, tu vois. C'est ça, en fait. Je pense que ça c'est quelque chose qui fonctionne. Capté 5 sur 5. Ça se voit qu'on vient du même lieu, parce que j'ai pensé totalement pareil. Donc, tu vois. Merci. Voilà. C'est à toi. Merci. Une question là-bas, je crois. Oui, monsieur. En fait, je suis intervenant au centre socio-culturel du Neof et on se connaît. Et j'avais exactement la même question. Ça va, tu vas bien? Bon. On est solidaires en Alsace. Quel beau pays. Eh oui. Non. Si je peux me permettre, il mérite un tonnerre d'applaudissements vu qu'il fait un énorme travail. Il fait d'improvisation avec des jeunes et j'ai vu le travail que ça a donné. Donc, selon moi, il mérite quand même un tonnerre d'applaudissements. Bravo. Et tout ce Bravo. Bravo. Mademoiselle et madame, après, mademoiselle. Oh, bah vous avez le micro, allez-y. Bon, vu que les tutoiements sont ouverts, je passe aussi au tutoiement. Un peu, le lien se fait comme ça. Enfin, voilà. Donc, tu nous parlais des projets à Paris, prochainement à Strasbourg, et je voulais savoir s'il y avait une volonté ou des choses à venir en Afrique, peut-être, et plus précisément au Congo. Ben, en fait, ce projet qui arrive, Le Jeune Noir à l'épée, c'est comme ça qu'il s'intitule, on a vraiment envie de l'amener en Afrique aussi. Et c'est pour ça, on a travaillé avec donc, Salia Sanou, ce danseur chorégraphe burkinabé. Et on a envie de l'amener aussi et de faire une tournée toute particulière en Afrique. Et on espère que le Congo sera là également. Mais voilà, vraiment. Okay. Top, merci. Merci. Madame. Merci à toi. Bonjour. Bonjour. Je voulais d'abord
juste comment dire, ajouter de l'eau au moulin de ce que vous disiez du génie alsacien. Alors moi, contrairement à vous, je ne suis pas venue d'Alsace pour partir ailleurs. C'est contraire, je ne suis pas alsacienne, je suis partie de la France de l'intérieur. Parce que si les Parisiens ils disent tu reviens de France, les Alsaciens ils disent c'est la France de l'intérieur aussi. Mais s'il y a un génie alsacien, c'est plutôt pour donner des arguments à Fabienne Pascaud. C'est peut-être parce que c'est quand même une région carrefour. Et pour ne parler qu'au niveau de la religion, je veux dire, ça a été vraiment un carrefour. En France, enfin à Paris, en Normandie, moi dont je viens, il y a des catholiques, puis c'est tout. Ici, il y a des protestants, il y a beaucoup de juifs, enfin il y en a eu beaucoup, mais l'histoire n'a pas toujours été très pacifique, mais il n'empêche qu'ils ont quand même dû souvent cohabiter. Maintenant, il y a des musulmans, il y a le protestantisme, et ça fait, je pense, beaucoup pour cette mentalité particulière et cohérente et dont vous parliez tout à l'heure. Et puis en fait, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'était à propos de Camus. Moi, je suis assez... toutes les phrases que vous évoquez de Camus me parlent aussi, m'ont aidé aussi personnellement. Mais il y en a une également que vous ne citez pas avec moi, je trouve qui est éminemment politique et très intéressante. C'est celle où il prend le contre-pied de Machiavel, où il dit... La fin ne justifie, c'est pas la fin qui justifie les moyens, ce sont les moyens qui justifient la fin. Et en même temps, vous ne l'avez pas citée, mais c'est vrai qu'elle colle bien à tout ce que vous dites au niveau de l'humanité, du lien. Voilà, on ne peut pas dire on va faire du mal parce qu'après on aura du bien. C'est on fait du bien dès maintenant et puis ça continuera comme ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question? Et puis justement, c'est ce que disait Madame, c'est finalement la thématique des justes. Oui, bien sûr. Finalement. Moi, je voulais vous poser une question qui est un peu plus concrète, on va dire, sur votre rapport avec ces scènes qu'on dit institutionnelles. On en a parlé, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Puis en début de matinée, on a eu un débat aussi qui parle de l'avenir de la culture, du service public. Là, je voulais simplement savoir quelle a été votre expérience avec les scènes nationales, les scènes conventionnées, qui sont des scènes qui sont relativement inaccessibles à des jeunes rappeurs qui peuvent s'emparer de textes classiques. Et comment vous l'avez vécu, parce que je pense que vous êtes le 1 sur 1 millionième qui a cette carrière, cette chose voilà, qui est indéfinissable, d'être au bon endroit au bon moment avec beaucoup de travail. Donc comment est-ce que vous l'avez vécu avant? Comment est-ce que vous le vivez maintenant? Et comment vous avez été reçu là-bas? Et qu'est-ce que vous ressentez sur les publics aussi qui viennent vous voir là-bas, qui sont différents des publics qui peuvent venir dans d'autres salles, comme les SMAC, les salles des musiques actuelles. Voilà, parce qu'on ne s'est pas forcément beaucoup posé de questions comme ça ce matin, parce que c'était un peu impressionnant. Mais je pense qu'à travers vous, ça passera mieux. Mais c'est hyper important ce que vous êtes en train de dire. Mais moi je vais vous dire, avant de vous dire, de vous parler du passé, je vais vous parler du présent et du futur. Moi, je veux faire moi, je veux faire la révolution. Vraiment. C'est-à-dire qu'il faut changer les choses. Mais changer les choses en investissant les lieux. Et en faisant en sorte que... Pareil, je vais vous raconter une anecdote. Comme ça, j'aime bien faire ça. En fait, en 2013, bon, finalement, je vais parler du passé. En 2013, il y a Dominique Bluzet et Catherine Camus qui rentrent en contact avec moi en disant voilà, on voudrait que tu fasses Marseille alors à Aix, donc que tu fasses une création autour du premier homme. Et moi j'ai dit non, je vais faire l'envers et l'envers. Bref, je fais cette création à Aix, donc au Grand Théâtre d'Aix. Et en fait, autour du Grand Théâtre, il y a des cités en fait, mais les gens des cités ils vont jamais ils vont pas dans ces lieux parce que impressionnés, etc., etc. Et quand ils ont su que j'étais là, en fait, il y a les gens qui sont venus, on va dire les habitués, et puis il y a des jeunes de cité et tout qui sont venus aussi. Et ils étaient là et tout le monde se rencontrait, des gens différents, et ça c'est beau, c'est fabuleux. Et en sortant de ça, donc je parle avec eux et je leur dis aux jeunes, je leur dis ici c'est chez vous aussi, il faut venir dans ces lieux et tout ça. Et il y a Dominique qui dit oui, il faut venir et tout. Et moi je prends Dominique à partie devant les jeunes, je dis oui, mais dire aux gens de venir, c'est une chose. Mais inviter les gens à venir, c'est autre chose. Et pour un lieu comme les tiens, les invités, c'est aussi une ligne éditoriale. Qu'est-ce que tu proposes qui fera acte d'invitation?
Et il me dit oui, c'est vrai, etc. Et en fait, je me suis dit à partir de là, quand on a fait ce spectacle, je dis je vais l'amener dans tous les endroits où on ne rentre pas d'habitude, entre guillemets. Donc je suis allé dans tous les plus grands théâtres, et à chaque fois, faire venir les jeunes de cité, faire venir les jeunes qui viennent dans ces endroits-là. J'ai refusé d'aller dans les endroits où on m'attendait. Je suis allé dans les endroits où on ne nous attend pas. Parce qu'il faut comprendre, je le disais aussi là-bas, c'est que ce n'est pas tant les gens de ces structures qui sont problématiques, qui posent problème. C'est les habitudes qu'on a prises tous ensemble qui posent problème. Des endroits où on se dit, c'est pas pour moi. Ou ces endroits où on dit, mais ils ne viendront pas, ou telle chose. Et je me suis dit, en fait, quand il y a des problèmes de ce genre-là, pour pouvoir le régler, enfin ça c'est mon avis, c'est à la place où moi je me trouve en tant qu'artiste, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et c'est là où j'ai décidé, par exemple, avec ces jeunes de D'aulnay et de Sevran, de monter une troupe avec des jeunes de cité, réellement des jeunes de cité, qu'on puisse travailler, faire des pièces de Camus, Brecht, autres, etc. Et de venir dans tous les endroits, et surtout dans ces endroits-là où on n'attend pas, où on ne nous attend pas. Investir ces lieux-là. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je veux faire la révolution. Mais attention, quand je dis révolution, c'est vraiment au sens étymologique du terme. C'est-à-dire je veux revenir à l'époque où certaines personnes disaient qu'il s'agit d'amener, par exemple, le théâtre à tous, notamment aux ouvriers, notamment, il y a certains, ça parle, hein, ça vous parle, ça parle, et bien de revivifier cette chose-là. Parce que finalement, on est rentré dans une sorte de confort, dans un truc où ça s'est transformé en l'entre-soi. Et ce n'est pas tant parce que les gens voulaient faire ça, c'est parce que finalement, c'est des habitudes. Et on peut prendre de mauvaises habitudes sans être mauvais. C'est important. Et donc, voilà. Et donc, ma démarche, c'est celle-là. Ma démarche, c'est de dire, OK, moi, je suis, comme vous avez dit, parmi le 1 millionième qui, OK. Et bien, parmi ce truc de 1 millionième, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais rassembler les jeunes, les moins jeunes, les gens qui se disent c'est pas pour moi, ben venez et on va créer des choses et on va célébrer, magnifier l'humanité, etc., etc. Et c'est comme ça que petit à petit les choses vont changer. Parce que la problématique, elle est de part et d'autre. D'un côté, on a pris des habitudes, mais de l'autre côté aussi, on a pris des habitudes. Et il faut casser ça. Et moi, en toute humilité, je veux être un casseur de ghetto. Voilà. Eh bien, merci Abdelmalik pour ce merveilleux moment. On va essayer de magnifier nous aussi l'humanité. On aura peut-être plus de mal. Merci de nous avoir écoutés.